Donc maintenant, on va passer à la table ronde. Donc j'invite Vincent Guisset, enfin Gisset, David Wary, Bruno, Kaan, Sanjivi et Anne-Laure Cardo à se démuter. Et donc la table ronde va se passer en deux parties, je pense, selon le temps qu'on aura. Euh, donc j'ai prévu d'abord quelques questions euh, clés pour diriger la table ronde et ensuite, à partir des réponses de nos panélistes, vous pourrez vous poser également vos questions. Alors, hop. La première question étant, euh, quelles sont vos expériences réussies d'installation de SWAC et quelles difficultés avez-vous pu faire face sur le terrain? Donc, je propose qu'on suive l'ordre de la slide que je partage en ce moment. Euh, Chaque intervenant n'est pas obligé de répondre aux questions que je vais poser. Vous pouvez choisir donc de passer la parole au suivant ou d'y répondre. Donc Vincent, je répète la question rapidement, c'est quelles sont vos expériences réussies d'installation de SWAC et quelles difficultés avez-vous pu faire face sur le terrain? Alors, bonjour à tous. Donc Vincent, moi je suis, expert chez DV Offshore et donc j'ai eu, 3 expériences sur des SWAC ou des tuyaux d'aspiration d'eau, en particulier le SWAC de Tetiaroa, donc pour l'hôtel Le Brando, où, j'étais responsable de la conception et des calculs d'installation. Donc moi j'étais pas de la partie calcul, et puis j'avais des collègues, qui étaient, côté, installation. Donc ça, c'est quand j'étais dans une entreprise qui s'appelait Géocéan. Ensuite, j'ai eu une deuxième expérience, toujours chez Géocéan, pour l'installation du SWAC de l'hôpital, de Tahiti. Pareil pour la même position, là, genre, j'avais une position plus d'expert et de vraiment de calcul de tenue de la conduite et d'installation. Et enfin, l'an dernier pour, une société qui s'appelle Trasomar, nous avons fait la conception et les calculs d'installation pour la boucle thalassothermique du Larvoto, donc à Monaco, qui est un gros tuyau d'1,60 m qui allait prendre de l'eau à une 80 mètres de fond, je crois, quelque chose comme ça. Et des problèmes comme sur tous les projets, j'en ai eu beaucoup. Ça serait très long de les résumer. En gros, les grandes catégories, c'est le budget, c'est les moyens d'installation et, et après tous les problèmes internes au projet de météo et de choses comme ça. Je- voilà. Bah, merci Vincent. Donc je donne la parole maintenant à David Wary, fondateur d'Arero. Bonjour à tous. Bonsoir donc moi j'ai été directeur travaux du premier SWAC installé en 2005 sur le intercontinental Bora. C'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai découvert cette technologie très très efficiente et que j'ai souhaité y consacrer une grande partie de ma carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Ensuite j'ai intégralement fait le suivi de conception euh, du système du Brando jusqu'au suivi d'opérations, jusqu'à la mise en service, donc tant sur les parties purement thermiques, qu'elles de techniques de pompage, et que les parties maritimes. Effectivement, la partie maritime étant primordiale, mais venant alimenter un système qui se doit d'être réfléchi en production et en efficacité énergétique. Je souhaiterais qu'on puisse y revenir plus tard. Et depuis plus d'une quinzaine d'années, j'ai également œuvré sur l'île de Tahiti pour faire avancer le projet du SWAC de l'hôpital. C'est un projet sur lequel moi j'ai commencé à travailler en 2006 après avoir installé Bora Bora. Et c'était un projet à dominante publique cette fois-ci, donc avec une complexité un petit peu différente en termes de gestion de projet, et qui a permis d'amener jusqu'à la mise en service cette année, après
plusieurs années de conception, d'études et de travaux. Et pour terminer, effectivement, en 2016, il y a eu un souci sur le SWAC de Bora, sur la toute première installation. Il faut savoir que ces 3 projets polynésiens, on a toujours eu l'énorme opportunité de pouvoir les suivre, de garder des relations très très fortes avec notamment le secteur privé des 2 premières installations. Et donc on a suivi ces installations, compris les soucis qui avaient été rencontrés en 2005, et j'ai ensuite accompagné la société Beachcomber dans le cadre de la réinstallation d'un système qui a également été posé en 2022. Donc, depuis 6 mois, on a bien les 3 installations SWAC polynésiennes qui tournent et on a un énorme background à la lecture de toutes ces expériences sur la technologie en elle-même. Les travaux ensuite qu'on a pu mener avec Canan sur les questions d'efficience énergétique, on a une vision et un scope assez global de la technologie, de ses conditions d'application et des moyens qui permettraient de pouvoir la diffuser ailleurs qu'en Polynésie. OK. Merci David. Du coup, toujours, même question, donc les expériences réussies d'installation de SWAC et les difficultés. Bruno Garnier. Je vais passer la main parce que nous, on est au niveau bureau d'études et pas installation, donc je préfère laisser parler les experts. Très bien. Donc je passe la main directement à Canan Sangeli. Alors moi, en termes de, si on parle d'installation, conception, c'est plutôt à David Wary qu'il faut demander, hein. Mais pour ce qui est des performances, les 3 installations qui sont en Polynésie fonctionnent très bien. J'ai des données très précises sur celle de Tetiaroa, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. J'espère en avoir très bientôt sur l'hôpital. Et bon, moi je suis plutôt dans la partie recherche, donc c'est mon travail de thèse, ça s'oriente plutôt sur l'étude de variantes pour réduire le coût, améliorer les performances énergétiques. Et on espère exporter le SWAC dans d'autres zones que la Polynésie, là où la bathymétrie est moins favorable. Donc je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que David a dit. D'accord, pas de problème, merci. Et enfin Anne-Laure Cardo, gérante de Aqua Conseil. Oui, alors bonjour, moi je suis basée effectivement à La Réunion, donc on intervient sur la zone océan Indien et je pense que ça sera plutôt sur la question suivante que j'interviendrai, puisque effectivement on accompagne des porteurs de projets depuis 2008 maintenant sur l'île. Et effectivement, on rame pas mal sur les conditions de mise en œuvre et pour que les projets aboutissent. Voilà. OK, moi je vais directement Mais je passer suis à la très question optimiste suivante. puisqu'il y a quand même des études de faisabilité en cours aussi et d'autres bien avancées. Voilà. OK. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est que je vais poser la question suivante et vous pouvez garder la main, Anne-Laure, et on repassera Mhm. dans l'autre sens du coup. Donc la question suivante est, avez-vous à l'inverse des projets de SWAC qui n'ont pas pu voir le jour et quelles en sont les raisons? Anne-Laure, je Alors vous en sur prie. la Réunion, en fait, moi je suis intervenue donc en assistance à maîtrise d'ouvrage pour ENGIE, et enfin donc pour le syndicat des eaux océaniques du nord de la Réunion et pour ENGIE plus spécifiquement. Donc on a un projet qui n'a pas vu le jour, qui était en fait d'une ambition très importante puisqu'il y avait au départ 23 km de réseau terrestre pour desservir le nord de Saint-Denis et ensuite un SWAC à 1050 mètres de profondeur. Donc les autorisations réglementaires ont été obtenues et c'est sur effectivement les conditions de financement et surtout la partie en fait creux et puis aussi derrière les dessertes des nombreux clients que le projet finalement a buté et donc il a été abandonné. Donc ça n'a pas forcément bien servi, on va dire, la cause SWAC, mais les raisons sont quand même assez bien identifiées. Je travaille aussi
Donc j'avais amorcé aussi avec Bruno Garnier le travail sur le SWAC Sud là, qui se poursuit dans une autre configuration aujourd'hui. Donc c'est le SWAC pour alimenter là cette fois-ci le CHU de l'hôpital. Donc on vient d'obtenir l'arrêté d'autorisation pour avis favorable. Donc on attend imminemment la signature de l'arrêté d'autorisation préfectorale pour les travaux. Donc il restera ensuite la partie financement et étude d'exécution pour démarrer les travaux. Et puis j'interviens aussi sur le projet d'éco-cité. Donc là, c'est un projet d'aménagement de l'éco-cité, donc une ville en développement le long de la baie de Saint-Paul. Donc là, on est sur une configuration assez favorable sur la partie terrestre et les besoins. Par contre, effectivement, il va falloir faire face à un aménagement phasé, donc des besoins qui vont s'échelonner dans le temps. Et on est aussi sur une configuration bathymétrique assez contraignante pour aller chercher de l'eau à 5 degrés. Mais pour le coup, on a quand même une bâtie à environ 500 mètres qui donc est dans des linéaires qui sont aussi favorables. Donc là, on est encore en phase d'étude d'exécution. Et donc ça, ce sont des projets qui en fait butent principalement sur les points qu'ont déjà relevés Vincent Gisset, hein, c'est-à-dire d'abord le budget et aussi ensuite les conditions de réalisation des travaux maritimes et des risques qui y sont associés. Voilà. Merci Anne-Laure. Khan, est-ce que tu veux prendre la parole sur ce Je vais répondre à la question de Roy surtout dans le chat, si tu veux bien. Alors, est-ce que mes travaux montrent s'il est pertinent, enfin si le SWAC, s'il est intéressant pour le SWAC d'aller plus haut que 5 degrés, de ne pas aller jusqu'à 5 degrés. Alors c'est en cours. Mon modèle numérique, je fais un modèle numérique du SWAC sous Energy Plus Python. Et il est calé sur les résultats expérimentaux que j'ai à Tétiarois. J'en suis à la phase où je fais le couplage avec le bâtiment. Et quand j'aurai fini cette partie-là, je pourrai démontrer le fonctionnement d'un SWAC avec un puisage qui serait par exemple à 7 ou à 9. Et l'idée, c'est de montrer que dans le bâtiment, les conditions de climatisation sont toujours acceptables. Mais oui, c'est en cours. Ça devrait sortir pour cette année de thèse, pour ma deuxième année de thèse. Donc il me faut encore un peu plus de temps. Canan, Oui. pour compléter, et bonjour Roy, pour compléter, c'était un point que je souhaitais aborder sur l'intitulé même du SWAC. Et donc ma question plutôt dans la discussion, de savoir si on parlait d'une substitution complète ou pas des systèmes classiques de production d'énergie. Elle est importante, notamment dans le cadre d'une communication typiquement du club SWAC qui vise à promouvoir le SWAC. Chaque projet qui visera et qui utilisera la ressource froide, quelle qu'elle soit, pour améliorer les performances énergétiques d'un système classique de climatisation est vertueux par essence. Et cela étant, il faut que les communications, à mon sens, qui soient faites notamment dans le cadre des développements de projets, précisent ce point-là, puisque le projet de Trasomar, très certainement, ou de la zone de la Manche, par exemple, permettrait a priori ne permettra pas une substitution complète des systèmes de compression. Et donc effectivement, dans toutes ces options technico-économiques qui sont possibles pour un même site, le seul élément réel de comparaison devient finalement le EER, donc l'efficacité énergétique que l'on recherche. Aujourd'hui, pour répondre à Roy, un système
qui permettrait d'améliorer un COP classique avec un pompage à 12 degrés dans certaines configurations bathymétriques pourrait devenir pertinent par rapport à une solution où on souhaiterait une substitution complète avec un pompage à 5 degrés. Et ensuite, pour compléter, avec Canon, c'est justement les pistes que l'on regarde, c'est de pouvoir viser des substitutions complètes tout en évitant de pomper à 5 degrés, en ayant des températures de puisage légèrement plus élevées, ce qui nous permettrait, dans les sites à bathymétrie moins favorables qu'en Polynésie, de pouvoir diminuer les coûts et obtenir une optimisation du système. Voilà, c'était pour compléter. Donc oui, des systèmes de SWAC ou proches du SWAC par des pompages moins froids peuvent être envisagés et même doivent être envisagés dans certaines configurations où la ressource est trop éloignée ou trop complexe à obtenir. Alors, je confirme qu'effectivement sur la Réunion, ce sont les orientations que l'on examine aussi en alternative à un projet effectivement qui est le plus vertueux, c'est la profondeur ou l'eau en dessous ou voisine de 5 degrés, mais effectivement quand les linéaires sont trop importants, en fait on est presque en réchauffement et c'est beaucoup moins intéressant il y a effectivement à regarder les alternatives avec. Donc nous, on distingue bien les SWAC qui sont effectivement sans intermédiaire au niveau de la production, enfin la valorisation de froid et la thalassothermie pour tous les autres systèmes. C'est-à-dire que dès qu'on va les coupler à un groupe froid, on appellera ça de la thalasso. Et sinon, on reste sur SWAC pour uniquement les systèmes où on n'a que de l'échangeur, que de l'échange thermique, enfin que de l'échange thermique. Voilà. Oui, effectivement, David fait bien d'insister là-dessus. Quand on parle de SWAC, on parle d'une climatisation, on parle de free cooling. On est à 100% sur de la climatisation avec une source froide. C'est pas climatiser avec un système conventionnel et se servir de l'eau de surface comme d'un heatsink, comme un puits de chaleur. C'est très différent, les enjeux techniques ne sont pas les mêmes. Donc on en revient toujours à la valeur de ER, puisque effectivement, si on se sert de l'eau comme d'un heatsink, on va forcément améliorer les performances par rapport à un système conventionnel. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de faire du free cooling avec une source à 5 degrés. D'accord, merci beaucoup. Je me permettrai de faire une petite remarque par rapport à ce qu'a dit Vincent. C'est que quand on a un SWAC en free cooling, il peut être intéressant de ne pas dimensionner le SWAC sur la totalité du pic de consommation de froid, puisque ce pic de consommation de froid, il n'est consommé que quelques heures par an, et que globalement, si on dimensionne le SWAC sur la moitié de la puissance pic, on peut faire grâce au SWAC 80% de l'énergie nécessaire. Donc, il peut y avoir des SWAC qui utilisent des groupes froids d'appoint pour faire les pointes. Et donc, il y a quand même un glissement entre SWAC 100%, 100% free cooling, et SWAC qui utilise du free cooling pour la base et des groupes froids pour la pointe. Donc, les choses ne sont pas aussi rigides que ça. J'aimerais rebondir là-dessus. Si on est sur une optique où on a dimensionné le SWAC sur le besoin moyen, par exemple, et qu'on fait la point froid, enfin, le pic qu'on peut avoir sur des besoins froids pour des bâtiments tertiaires, on le fait avec un appoint froid. On est sur deux systèmes différents. On a un SWAC et un appoint par groupe de froid conventionnel. On n'a pas un seul SWAC
avec une partie free cooling et on est sur deux systèmes différents. Le SWAC reste le SWAC avec son ER et le groupe de froid conventionnel qui fait la pointe, il a son ER aussi. Il y a deux systèmes différents. Donc je ne comprends pas bien la remarque. Ouais, c'est juste une question de terminologie, ça n'a peut-être pas tellement d'importance. Donc je retire ma remarque. Bruno, je pense que le fond du débat, notamment sur les toutes premières étapes qui se doivent d'être franchies lorsqu'un site est étudié, c'est justement ce que tu viens de dire, à mon sens, c'est d'évaluer quelle sera la formule et le couplage éventuel qui serait le possible pour obtenir le meilleur équilibre économique derrière. Je suis d'accord avec toi sur le fait que le SWAC ne doit pas forcément répondre à la pointe qui est mesurée et qu'il faut également intégrer dans la réflexion des questions de courbe de charge, profil de consommateur, puisqu'il est évident que lorsqu'on a un consommateur H24 comme l'hôpital, c'est beaucoup plus simple à gérer que du tertiaire urbain. Donc ces points-là, je pense qu'il faut les garder en tête, c'est-à-dire que effectivement, il y a le SWAC qui permet de répondre à l'intégralité du besoin. Il va y avoir peut-être des solutions que l'on regarde de notre côté, qui seraient des solutions de stockage qui permettent d'effacer la pointe. Cette pointe-là peut être compensée par du groupe froid. À chaque fois, on est sur des configurations différentes qui vont avoir un impact sur le système pipeline et donc le coût de toute l'infrastructure qualifiée SWAC, mais également sur au final le prix de revient du kilowattheure froid. Et il est important que lorsqu'on compare les différentes options qui sont étudiées au départ, on intègre bien tous les coûts, tous les surcoûts et tous les coûts d'exploitation de chacun des items pour proposer aux clients futurs ou aux financiers un schéma qui est équilibré économiquement. Pour rappel quand même, parce que c'est vrai, en Polynésie, les 3 unités SWAC installées, elles ont été vues dans le cadre d'un objectif de rentabilité économique. Tout simplement pour les 2 premiers hôtels, un hôtelier est loin d'être un mécène, donc il a fait des choix et il a pris des orientations technologiques par rapport essentiellement à une rentabilité économique par rapport à sa facture électrique. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. On est sur les installations polynésiennes, on est sur des installations qui sont techniquement fiables, mais qui ont été vues dans le cadre d'un équilibre économique. Pour l'hôpital, très clairement, si cet équilibre économique n'avait pas été obtenu, on n'aurait pas réussi à mobiliser les financements autour de ce projet. Et c'est important également de le garder en tête parce que pour avoir été interrogé sur d'autres projets et notamment dans des départements d'outre-mer, parfois les attentes en termes de puissance étaient très très éloignées de la réalité du terrain et de l'appel de charge qui était réel et consolidé au départ. Donc il était évident déjà que si on réfléchit à des SWAC en les surévaluant par rapport aux besoins réels, qu'on évalue mal les montées en charge, on vient mettre à mal nécessairement la rentabilité du projet et du coup sa pertinence tout court. Puisqu'après, pour nous, l'avenir du SWAC, il est sur la consolidation économique par une optimisation technique de ce qu'on va mettre en place. Si on décide de mettre un 710, c'est pour une raison bien précise et un 500 ne sera pas bon et un 800 viendra obérer la rentabilité du système. Oui, bah, merci beaucoup David, c'était exactement ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, oui.
Moi, je suis interrogée sur est-ce qu'on a associé des entreprises de construction sur les réflexions de faisabilité? Alors, oui, effectivement, à chaque fois, il y a quand même des échanges sur la faisabilité de la construction. Donc, je comprends pas bien où était la question, s'il y avait une question dans la question, là, sur les entreprises travaux de construction. Sur le nord, on était allé jusqu'à une consultation des entreprises, donc oui. Et sur le sud, il y a aussi des entreprises travaux qui sont complètement impliquées dans le projet. Merci Anne-Laure d'avoir répondu à la question de Roy. On va passer à la question suivante parce que le temps file et je voudrais qu'on finisse pas trop tard pour que les personnes qui assistent aux 2 sessions aient le temps aient le temps de manger. Donc la question suivante, c'était, comment avez-vous, remédié à ces problèmes? Donc les problèmes, hein, on les a identifiés, c'est, le budget, l'installation, la météo, les conditions de financement et cetera. Donc comment avez-vous remédié à ces problèmes méthodiquement, donc ça va savoir, techniquement et ou technologiquement? C'est bon, ça va se répéter un peu avec, ce que vous avez déjà dit, donc je pense que vous pouvez être assez bref, sur cette réponse. On peut commencer avec Vincent. Alors, oui, donc des problèmes, il y en a pas mal. En particulier, les SWAC qui ont été installés à Tahiti sont quand même dans des zones, et pareil pour ceux qui sont prévus à La Réunion, sont quand même dans des zones qui sont assez compliquées, en termes de sol, de données de sol, de bathymétrie, de protection des coraux, des choses comme ça, de météo, parce qu'on est aussi dans les zones, avec des tempêtes tropicales, voire des ouragans. Donc c'est vraiment des choses qui sont très problématiques. Après, la méthodologie de travail, elle est assez connue. On a quand même l'industrie de l'oil and gas, certes qui est pas forcément très, pas très bien, pas très pas bien sur tous les aspects, mais qui a mis en place, tout un tas de procédures et de choses pour s'assurer que le travail est bien fait. Par exemple, pour, la météo, toute l'évaluation, des conditions de site, l'évaluation du travail des seuils limites pour travailler sont extrêmement bien explicités, et ensuite, en faisant pas mal de calculs, on peut arriver à résoudre la plupart des problèmes. Ça va forcément se transmettre sur, bah, le budget en face qu'on va mettre. Et donc un des gros problèmes que je vois actuellement, c'est que effectivement on essaye d'installer des SWAC dans, j'ai envie de dire, les pires zones du monde, en termes de sites, d'environnement, et d'essayer d'optimiser les coûts. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre l'un en face de l'autre. Donc voilà, c'est pour l'ingénieur qui fait des tuyaux sous l'eau. Je pense que les zones tropicales de Tahiti, je pense aussi à tout ce qui est dans les Antilles, la Réunion, c'est vraiment des zones qui sont très 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 compliquées, qui vont demander beaucoup de calculs, beaucoup d'analyses de sites. Alors ces choses sont faites aujourd'hui. Il y a 10 ans, on commençait un petit peu, on regardait, enfin on avait des données qui étaient un peu plus partielles. Voilà, sur cet aspect-là, c'est vraiment très compliqué. Encore une fois, ce ne sont, j'ai envie de dire, que des calculs. Après, on peut toujours trouver des solutions. Et je vois avec les présentations qui ont été faites qu'il y a des optimisations qui sont en train d'essayer d'être mises en place. Je suis assez perplexe, voir si ça va aboutir, mais je suis assez intéressé par ce genre de nouvelles choses, puisqu'on est quand même sur des technologies qui sont éprouvées, de l'oil and gas ou du BTP avec des conduites d'émissaires de rejet ou de choses comme ça. C'est des technologies qui sont en place, et d'essayer de chambouler un petit peu cet ordre établi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Encore faut-il trouver les bonnes solutions. Voilà. Très bien, merci Vincent. Je passe la parole du coup à David. Sur, du coup la question, je peux la répéter, c'est, comment avez-vous remédié, donc aux problèmes qu'on a identifiés méthodiquement et ou technologiquement? Alors, sur les SWAC polynésiens, on est parti un petit peu quand même d'une page blanche et
effectivement tâtonner. D'une certaine manière, le fait que le SWAC, que la canalisation installée soit remontée au bout de 10 ans est très très riche d'enseignements. Donc, on a largement évolué depuis 2005 sur l'approche des projets et la manière de les gérer. Aujourd'hui, les retours d'expérience que l'on a nous ont permis également de faire bénéficier au SWAC de l'hôpital ou au futur SWAC derrière, justement, de ces retours d'expérience. Donc, le REX polynésien est quand même assez important. On a cherché des réponses techniques soucis que l'on a constatés. Les soucis rencontrés sur Bora est compris, intégré, traité et officier installation de l'hôpital et du SWAC de Bora dans sa version. À ce titre, cette réinstallation du SWAC de Bora est quand même un signe fort en termes d'efficacité et d'équipe technique. Simple et bonne raison que le propriétaire est un privé qui avait installé un système SWAC sans système pas au glacé en secours. Effectivement, à la rupture de la canalisation, il a fallu qu'il se remette à payer une facture électrique classique. En 2016, son discours avait été « Bon, j'ai tenté l'aventure, ça a tenu 10 ans, c'est très bien, mais maintenant, je vais repasser un système classique d'1 an de facture électrique. » Il s'est rendu compte du réel impact que ça avait sur sa énergétique et sa facture. Il a redemandé de reposer un nouveau système. Donc, d'une certaine manière, ça vient également confirmer le fait que le SWAC, y compris dans des conditions de petite taille et dans des conditions qui sont certes idéales en termes de bâtiment, mais on l'a dit très très complexes en termes de configuration, notamment par des tombants verticaux de plusieurs centaines de mètres, qui sont très éloignés des habitudes pipe. Tout ce REX nous a permis également d'aborder le SWAC futur, que ce soit Petia puis l'hôpital, de plus en plus professionnel. On le disait, sur toute la partie maritime, on s'appuie énormément sur les règles qui sont issues de l'offshore. On répond à ces défis par l'analyse relativement poussée des systèmes déjà installés. On fait évoluer en permanence les solutions SWAC futures. C'est aussi l'objet d'une partie des travaux que l'on fait avec Canaan, c'est d'imaginer des SWAC V2, V3 qui surtout améliorer les rentabilités et l'équilibre économique sur la seule économie d'énergie. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il reste encore une question après. Je ne sais pas si... Ouais. Est-ce que je peux dire juste 2 mots par rapport à cette question, s'il te plaît? Ouais, je t'en prie. Je voudrais dire, comme Vincent l'a dit, poser des tuyaux dans l'eau, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps, et notamment par les gens de l'oil and gas. Mais il y a 2 différences majeures entre l'oil and gas et le SWAC. La première différence, c'est la valeur du fluide qu'on transporte, qui, dans le cadre du SWAC, est 1000 fois moins cher que dans le cadre du pétrole brut. Et deuxième chose, c'est le risque qu'il y a en cas de fuite. Dans l'oil and gas, c'est une marée noire. Nous, c'est d'avoir un rejet d'eau de mer dans la mer.
Alors, c'est pas exactement la même eau de mer, à la même température, à la même composition exactement, mais c'est quand même un rejet d'eau de mer dans la mer. Et donc, les procédures oil and gas, c'est des procédures de riches qu'on ne peut pas, si on essaye de les utiliser telles quelles, on risque de ne pas pouvoir faire les SWAC pour des raisons de prix. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est c'est précieux de travailler de façon très proche avec Doris Engineering, qui est à mon avis, le bureau d'études oil and gas le plus pointu en France. C'est qu'on peut revisiter les procédures oil and gas pour voir qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'on peut adapter et qu'est-ce qu'il faut carrément jeter et réinventer. Et donc voilà. Ok. Alors, oui, Ouais. et moi, je suis 100%, effectivement, je rejoins Bruno à 100%. Aujourd'hui, effectivement, il y a les moyens, il y a une phase d'étude qui est essentielle et qui doit être la plus poussée possible. Sur la Réunion, en fait, on voit effectivement et on bénéficie déjà beaucoup du retour d'expérience de la Polynésie française. Et c'est quand même des signaux très positifs pour aussi, on va dire, continuer à motiver des élus qui sont peut-être un peu refroidis par les expériences précédentes. Aujourd'hui, en fait, sur la Réunion, on a une particularité en fait, qui semble pas avoir été un point ou un frein au développement sur la Polynésie, c'est en fait les exigences environnementales que l'on se doit de respecter et auxquelles on doit répondre avant finalement d'avoir amorcé le démarrage des travaux. Et donc, on aimerait évidemment pouvoir bénéficier aussi de toute le retour d'expérience en fait, qui mériterait aussi d'être valorisé de ce qui se fait en Polynésie, parce que on a vraiment à montrer patte blanche quasiment à toutes les étapes euh, pour arriver en fait à faire sortir ces projets ou à passer déjà aux étapes qui vont permettre la réalisation de ces projets, au-delà des questions économiques, etc. Et ça renchérit, c'est aussi de nature à renchérir et surtout à limiter en fait les investisseurs sur ces projets. Et je pense qu'on peut avoir des réponses. Enfin, aujourd'hui, clairement, enfin, je pense que en Polynésie, le rejet se fait pas à grande profondeur. Il n'y a pas de désordre identifié. Enfin, en tout cas, pas de catastrophe environnementale annoncée non plus. Donc, je pense qu'il faut aussi positiver sur ces aspects environnementaux. Le gain énergétique, aujourd'hui, il est évident en Polynésie, en plus, parce qu'on est en zone non interconnectée et sans péréquation du coût de l'énergie. À La Réunion, c'est aussi quelque chose qu'il faut arriver à manier dans les dossiers de demande de financement. Aujourd'hui, le gain, il est quand même évident en bilan énergétique, donc juste sur le coût du kilowattheure et surtout en gain sur les émissions de GES. Donc, il faut vraiment pousser ces solutions. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Faut Oui, pardon. dire, Anne-Laure, et également un message de Samy dans la conversation. Bonjour Samy. Donc Samy qui a suivi les projets SWAC de manière très très proche, hein, puisqu'il a été un acteur très important au niveau de la position du pays sur ce dossier. Effectivement, nous, les projets polynésiens, on est dans un contexte qui est différent de celui que vous pouvez rencontrer dans la mer. Cela étant, sur toutes les questions environnementales, notamment sur toutes les questions d'équilibre économique, et également passer par toutes ces étapes
d'obtenir la confiance du public, que ce soit le pays et également on est sur des financements ADEME, AFD, Banque européenne sur le SWAC de l'hôpital. Que tous ces travaux en Polynésie autour du SWAC de l'hôpital, qu'ils soient techniques, réglementaires ou financiers, ont été menés avec des entités et des personnes qui aujourd'hui sont montées en compétences sur la question en même temps que nous. Et donc, du coup, ont aujourd'hui aussi les compréhensions du fonctionnement du système et auront nécessairement derrière des prérequis et des interrogations qui sont justifiées puisqu'elles seront issues de l'expérience polynésienne dans son ensemble. Donc les questions qui vous sont posées actuellement à La Réunion, elles seront posées pour tous les SWAC. Et aujourd'hui, la force publique, par ces projets polynésiens, elle cherche également à avoir des projets qui sont solides et qui répondent à l'intégralité des cases, que ce soit de la protection environnementale à un équilibre économique. Voilà. Merci David. Je vais poser la dernière question du coup, pour clôturer ensuite cette table ronde. Donc question qui rejoint un peu le questionnement de la question de Roy, enfin de Roy, pardon. Pensez-vous qu'en France, nous sommes plus avancés sur ce genre de sujet, sur toute la chaîne? Y a-t-il une stratégie de filière à mettre en place pour s'exporter au-delà des DOM-TOM? Donc moi, la question que j'avais écrite était quelles seraient pour vous les pistes d'amélioration du développement du SWAC pour un développement mondial? Donc voilà, ça se rejoint un petit peu. Je vous laisse y répondre. On peut peut-être recommencer par Vincent. Alors, moi, comme je suis tout au bout de la chaîne, en général, toutes les développements et tout ce qui a été discuté en amont, je suis assez éloigné de ces choses-là. Ce que je peux dire, c'est que depuis une dizaine d'années, c'est en train de prendre. Il y a quelque chose qui est en train de prendre. C'est pas encore très évolué. En dehors de la France, il y a des choses qui sont en train d'être réfléchies. J'ai vraiment l'impression que la France est pionnière sur cette chose-là. Alors, il y avait eu des choses qui avaient été faites, en particulier à Hawaï, au Japon, et qui n'ont pas été suivies d'effet véritablement. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de choses qui soient passées en vraie production. Donc on a une vraie opportunité d'avoir des choses qui marchent et on peut montrer. C'est en train de venir. Il y a des questions qui arrivent. J'en ai eu d'Afrique du Sud ou à différents endroits, des gens qui commencent à réfléchir à ces solutions pour des problématiques à peu près équivalentes dans des zones où il fait chaud, pour du refroidissement, pour différents acteurs. Donc j'ai envie de dire, c'est en train de prendre. Après, des améliorations. Il y a déjà de faire ce qu'on est en train de faire, d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent mettre 2 groupes électrogènes et de faire leur refroidissement comme ça. Donc je pense que déjà faire du lobbying, c'est pas mal. Et puis après, de réussir effectivement à bien monter tout le dossier, que ça soit économique, que ça soit écologique, que ça soit technique. Chaque site est différent et donc il n'y a pas de réponse toute faite à toutes les solutions. Et donc c'est encore une fois pas mal de choses à regarder. Voilà. Merci Vincent. David? Aujourd'hui, effectivement, il y a un point qui est majeur pour moi sur la technologie SWAC, c'est que les tout premiers projets ayant été en Polynésie et portés par des privés, a fait quand même que la technologie est restée relativement confidentielle, notamment au niveau national, puisque lié à l'éloignement de la Polynésie et au fait que c'était un projet privé. C'est vrai qu'on a une meilleure visibilité au niveau national depuis la finalisation du SWAC de l'hôpital, qui est un projet public sur lequel du coup il y a une communication qui était vraiment différente. Et aujourd'hui, il y a un point qui est majeur, c'est
uniquement depuis quelques mois, ou notamment au niveau d'instances comme la Creux, le SWAC et l'ETM ont été considérés comme des technologies matures et une vraie distinction par rapport aux autres énergies marines renouvelables qui sont toujours à un stade qui peut difficilement être qualifié d'industriel. Là, au niveau du SWAC, on a maintenant aujourd'hui presque 15 ans, on a 15 ans de retour d'expérience sur les installations polynésiennes. Donc ça, c'est un élément qui est important, puisque ça a finalement été un long travail d'obtenir cette reconnaissance et d'être qualifié de solutions matures et qui peut être réplicable. Maintenant que c'est entendu et acté de cette manière au niveau des instances publiques et nationales, tant que le public a également ses compétences et ce background dans la matière, il faut peut-être trouver des moyens de pouvoir exporter ensemble une technologie où effectivement aujourd'hui on peut considérer qu'en France on a une avance non négligeable par rapport à d'autres pays. Je vois qu'on en parle au Brésil. Il est évident que des solutions SWAC pourraient être applicables dans de nombreux territoires. La complexité, comme le disait Vincent, c'est qu'on n'est pas sur un panneau solaire qui sera toujours le même, quelle que soit la zone où il sera implanté. On doit vraiment trouver des projets et fitter des projets par rapport à une configuration spécifique, qu'elle soit bathymétrique ou de besoin. Donc ce travail-là de prospection pour essayer de déterminer quels sont les sites potentiels, c'est une étape qui va être nécessaire. Et la question est plutôt comment on arrive à déclencher des études qui sont au stade de la faisabilité, suffisamment solides pour pouvoir créer des projets, plutôt que d'attendre qu'un hôtelier ou un hôpital s'interroge et se pose la question, parce qu'il ne va pas toujours être dans une configuration totalement idéale. Donc ça, c'est plus une question ouverte, c'est comment arriver à créer du projet, parce que ça demande du temps, ça demande des investissements, et ensuite d'aller les porter à l'international. Merci David. Je vais passer la parole du coup à Bruno. Pour permettre d'avoir plus de voix, on a créé le Club SWAC. Et donc, je vous invite tous à venir y participer pour qu'on puisse porter la voix du SWAC tous ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qui peut aider. Merci, c'était concis, efficace. Kanan, je te passe la parole. Oui, je vais réagir un peu à ce qui a été dit. Je vais juste compléter quelque chose que Vincent a évoqué. C'est vrai qu'il y a des installations en Corée, au Japon et à Hawaï d'ailleurs, mais c'est ce que je disais dans ma présentation tout à l'heure. Elles ont vocation à l'étude de l'OTEC, ou en français l'énergie thermique des mers, ETM. Donc on est sur une volonté de produire de l'électricité et pas une production de froid. Donc c'est pas comparable selon moi, puisque l'objectif n'est pas le même. Je vais rebondir sur ce que David a dit. C'est vrai que maintenant le SWAC est considéré comme une technologie mature, et ça passe par des démonstrateurs que ça fonctionne, tout simplement. On est sur plus que des démonstrateurs même, puisque ce sont des vraies installations qui alimentent des vrais clients, un hôtel, un hôpital. Donc tout à l'heure on parlait qu'il n'y avait pas d'enjeu, on parlait de pipeline oil and gas, comme quoi il n'y avait pas d'enjeu en termes de sécurité, que au niveau des fuites c'était
moins important que pour du pétrole, mais l'enjeu est autre puisque comme la technologie est à ses débuts, même si elle fonctionne très bien, il faut des signaux forts que ça fonctionne pour compenser ce fort coût d'investissement. Donc l'enjeu a beau ne pas être peut-être écologique au niveau des marées noires, des fuites, etc. Mais l'enjeu est quand même là, puisque c'est une technologie qui est à ses débuts, mine de rien. Très bien, merci. Et Oui. juste une toute petite chose, il y a un élément que moi j'ai pu constater, ça a été également l'importance de travailler a posteriori avec le milieu universitaire. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, les performances énergétiques sont telles, puisque pour rappel, on passe quand même sur le primaire d'un COP classique qui serait à 3 à un coefficient de performance qui monte au-delà de 100. Donc, annoncé comme ça, il y a toujours eu des sceptiques, on va dire. Tant qu'on a mis un petit peu la charrue avant la bœuf avec la technologie, c'est-à-dire qu'on a mis des installations en place et ensuite on s'est posé la question de pouvoir calibrer correctement l'efficacité énergétique. Et donc c'est tout ce travail universitaire qui a été fait avec l'UPF ici, qui a permis aussi de donner une nouvelle visibilité et une nouvelle surtout crédibilité à la technologie, puisqu'on repassait par les étapes classiques de recherche autour de la technologie. Ça, c'est également un point qu'il faut souligner, puisque aujourd'hui, on est sur les premières publications scientifiques autour de cette technologie, sur la base en plus des installations polynésiennes. Donc ça, c'est un point important qui, à mon sens, a permis également d'aider à une meilleure acceptation de la technologie et du fait qu'on pouvait effectivement atteindre des coefficients de performance aussi importants. Très bien, merci David. Alors, est-ce que tu veux dire quelque chose sur cette dernière question aussi? Non, je pense que tout a été dit. Il faut effectivement bien capitaliser et mutualiser pour aller dans le même sens. Et surtout, c'est des projets qui sont véritablement MDE, donc qui évitent la production d'énergie, même s'ils sont couplés à des... J'entends bien la position de Kaan, mais effectivement, pour atteindre un optimum économique, on peut être amené à coupler, à optimiser et à avancer sur du couplage avec des systèmes énergétiques, enfin, des groupes ou autres. C'est quand même déjà une avancée et une réduction en fait des consommations dédiées. Donc après, on se retrouve des fois un peu en concurrence en fait sur ces projets avec tous les principes de climatisation naturelle, etc. Donc, bon, il faut jongler avec toutes ces composantes pour faire émerger cette solution. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut on peut finir. Il y a Anne-Caroline qui a levé la main. Ah, je t'en prie, Anne-Caroline. Merci Marin, ce sera très très court. Je profite juste d'avoir cette opportunité pour parler de notre dernier meeting, dernier événement public qui aura lieu le 10 mars prochain à Lille. Pour ceux qui seraient intéressés, le projet Euroswac présentera les résultats finaux du projet qui se termine fin mars. Donc voilà, restez connectés sur sur les médias pour avoir plus d'informations quand ça viendra, mais vous pouvez déjà noter dans vos agendas, donc à Lille, le vendredi 10 mars au matin. Voilà, merci. Merci Anne-Caroline. Très bien. En tout cas, un grand merci à tous nos intervenants et aux participants pour toutes vos questions. Je mettrai à disposition donc, les replays et
les présentations de nos intervenants. Et voilà. Et puis, si pour ceux qui participeront à la session anglaise, je vous dis à tout à l'heure. Donc j'ai une question de Roy rapide qui est: quelle est la différence avec cet après-midi? Ce ne seront pas les mêmes présentations. Donc il y aura simplement la présentation qui a été faite par Anne-Caroline, qui sera réalisée en anglais, donc par Ola directement, enfin par Ola, oui. Et sinon, ce ne sera pas la même présentation. La table ronde, quant à elle, aura les mêmes questions, enfin la même trame, mais on aura simplement Vincent et David qui seront à nouveau là, mais 3 autres intervenants seront présents. Voilà. Sur toutes ces informations-là, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui sont en France, une bonne nuit pour ceux qui sont en Polynésie. Un grand merci à Cannes d'avoir participé malgré l'heure tardive chez toi. Et, et voilà, à bientôt. Merci beaucoup, Marin. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous, à bientôt. Merci.